Bonjour à toutes et à tous. Alors en premier lieu je tiens à m'excuser, il est vrai que cette vidéo a mis du temps à venir, mais il s'avère que j'ai pas mal de projets personnels en dehors de YouTube et que donc j'ai logiquement de moins en moins de temps à consacrer à cette chaîne, donc ne vous étonnez pas si elle est peu active dans les temps à venir, même si j'essaierai quand même de vous proposer des choses par-ci par-là. Mais bon, pour se remettre dans le bain, quoi de mieux que ce qui m'a, je pense, le plus réussi sur cette chaîne, c'est-à-dire une bonne vieille analyse de doublage. Et avant tout, je vous propose de vous replonger dans un sujet assez complexe, la question des redoublages. Le redoublage, comme son nom l'indique, c'est le fait de produire une VF pour une œuvre qui avait déjà été doublée par le passé. C'est un phénomène assez courant et, on va pas se mentir, assez impopulaire. Déjà parce que c'est jamais indiqué sur les boîtes ou sur les programmes télé, donc c'est toujours une mauvaise surprise. La preuve en est que quand la 5 a diffusé Les Dents de la Mer avec le redoublage en novembre dernier, ma vidéo de comparaison a connu un pic de vues avec plusieurs commentaires du style « Mais pourquoi ils ont refait le doublage? C'était mieux avant, franchement ?» Et là est le second problème. C'est qu'un nouveau doublage, c'est presque toujours ressenti comme moins bien. Pour deux raisons. Déjà, la nostalgie, parce que quand on est habitué ou même attaché à une œuvre, a fortiori si on l'a connue enfant, c'est désagréable de l'avoir altérée, on a l'impression que ses souvenirs sont attaqués directement. Même si le doublage en question est correct d'ailleurs. Tenez un exemple. Si je vous dis La Belle et le Clochard, je pense que beaucoup de gens de mon âge vont directement penser à ça. Ah oui, je vais t'expliquer. En tout cas, ce n'est pas moi qui vais m'inquiéter de votre talon d'Achille. Quel talon? Oh, ne cherchez pas à me protéger, c'est pas la peine. Et si vous restez tout seul, je m'en moque. Et si les Cosaques vous emmènent en prison, tant mieux. On ne m'achète pas avec un os. Mais si je vous montre ça. Oui, je vais t'expliquer. En ce qui me concerne, n'ayez pas d'inquiétude pour votre talon. Mon talon? Je refuse toute aide et protection de votre part, oui. Oui, mais... Si vous restez tout seul, ce ne sera pas ma faute. Et si un jour les Cosaques vous emmènent, tant pis. Adieu. Je ne mange pas de cet os-là. Ceci est le doublage français original du film, produit en 1955 avec les voix d'Henri Epstein et Claude Winter. La version que vous connaissez, c'est le redoublage de 1989 avec Patrick Poivet et Dominique Chauby. Et je suis prêt à parier que beaucoup de gens qui étaient enfants dans les années 50 ont été déçus en achetant la cassette à leur gamin 30 ans plus tard, de ne pas retrouver les voix qu'ils avaient connues eux-mêmes. Mais bon, soyons honnêtes, il faut avouer que la nostalgie, ça fait pas tout. J'ai personnellement découvert Robin des Bois, Il était une fois en Amérique ou Duel en version redoublée avant de découvrir les doublages originaux, et j'admets clairement que ceux-ci sont quand même beaucoup mieux. Le souci, c'est que ces doublages d'époque sont généralement produits pour une sortie cinéma, ils ont donc bénéficié de davantage de temps et d'argent que les redoublages qui concernent souvent des sorties sur support vidéo. La VHS à une époque, le DVD plus tard, et moins de temps et moins de budget, ça donne fatalement un travail moins soigné. Aujourd'hui, on va toutefois parler d'un cas assez intéressant de doublage, c'est-à-dire les deux montages de Apocalypse Now de Coppola. Alors, j'avais déjà fait une petite comparaison sur ce film à une certaine époque, vous pouvez la regarder si vous voulez plus d'extraits, mais aujourd'hui on va plutôt revenir en détail sur ces deux doublages. Apocalypse Now est un film sorti en 1979 et réalisé par Francis Ford Coppola. Celui-ci s'inspire d'un roman de Joseph Conrad, Au cœur des ténèbres, racontant le périple au cœur de la jungle congolaise d'un officier de la marine britannique pour retrouver un négociant en ivoire nommé Kurtz qui ne donne plus aucune nouvelle. Pourquoi Marlowe s'acharne à remonter le fleuve? Pourquoi il renonce pas? Une partie de lui voudrait, Jimmy. Une partie de lui profondément enfouie qu'il met en garde. Mais il y a une autre partie qui a besoin de savoir. Coppola reprend la trame du roman en la transposant dans un contexte complètement différent. À la fin des années 60, tandis que les États-Unis s'embourbent dans le conflit vietnamien, le jeune capitaine Willard est chargé par ses supérieurs de s'enfoncer au cœur de la jungle avec un petit équipage pour retrouver le colonel Kurtz, un ancien membre des forces spéciales qui a échappé à tout contrôle et mène sans autorisation des opérations jugées barbares contre l'ennemi. Le film est connu pour plusieurs choses. Déjà pour être très bon, un des meilleurs Coppola et l'un des meilleurs films sur la guerre du Vietnam. Le meilleur selon moi, mais la concurrence est rude. Ça valait le coup de faire une guerre aussi sale si ça a donné autant de bons films, non? Non? Deuxièmement, le film est connu pour son tournage complètement chaotique. Remplacement de Harvey Keitel par Martin Sheen alors que le tournage avait déjà commencé, arrivée d'un Marlon Brando obèse qui ne connaissait pas son texte, problème de drogue sur le plateau, intempéries en tout genre, bref un bordel colossal, et c'est un vrai miracle qu'on ait pu avoir un film aussi bon dans ces conditions. Et enfin, le film est connu pour exister dans deux versions très différentes. La première version, sortie dans les salles en 79, dure environ 2h30. En 2001, Coppola retravaille le montage et sort une nouvelle version, Apocalypse Now Redux.
une version rallongée à 3h20 qui inclut de nouvelles scènes qui avaient été laissées de côté à l'époque. La rencontre avec le colonel Kilgore est rallongée, le capitaine Willard négocie pour ses hommes un peu de bon temps avec les modèles de Playboy en échange d'un peu de gasoil après que leur hélico soit tombé en rade, et surtout, juste avant d'arriver au camp du colonel, les protagonistes sont accueillis dans une plantation française datant de l'époque de l'Indochine et dînent avec les propriétaires. Une scène que beaucoup jugent ennuyeuse, mais que je trouve assez intéressante, en cela qu'elle revient sur les origines même du conflit vietnamien. C'est ça la principale différence entre ces deux montages. La version cinéma est beaucoup plus focalisée sur les personnages et l'histoire, tandis que la version Redux s'autorise beaucoup plus de digression et plus une étude sur la guerre du Vietnam dans son ensemble. Personnellement, j'ai une nette préférence pour cette version Redux, mais je conçois tout à fait que des gens la jugent trop longue, pas forcément utile, et préfèrent la version cinéma. Mais passons. Lorsque cette nouvelle version sort en salle en 2001, un nouveau doublage français est commandé. J'avais déjà expliqué les différents moyens de doubler une version longue dans ma vidéo sur le doublage d'Alien. En l'occurrence, il aurait été très compliqué de rappeler les comédiens ou de tenter de trouver des voix similaires pour plus de 50 minutes de scènes supplémentaires. La différence sonore aurait été trop grande. Redoubler l'ensemble était un choix logique. Nous allons donc comparer les deux doublages de ce film. Tout d'abord, le premier doublage, réalisé en 1979 à la société Lingua Synchrone, sous la direction de... en fait, je sais pas, il est crédité nulle part, et sur des dialogues de Anne et Georges Duterre, deux adaptateurs très prolifiques de l'époque. Le second doublage, lui, a été réalisé en 2001 à la société Dubbing Brother, sous la direction de Jean-Marc Pantier, et une adaptation de Jean-Pierre Carasso et Pantier lui-même. L'adaptation du premier doublage est globalement réussie. Les dialogues sonnent vifs et inspirés, sentent bien le langage parlé. On peut y relever quelques erreurs, notamment la scène où Kilgore et Lance parlent de surf. Alors, je sais que le surf n'était pas un sport très populaire en France, surtout à l'époque, mais on sent bien que les adaptateurs n'y connaissaient vraiment rien du tout et ne savaient pas sur quel pied danser. Well, it's an honor to meet you, Lance. I've admired your nose riding for years. I like your cutback too. I think you're the best cutback there is. Hey, thank you, sir. Well, you cut out the surcraft, Lance. I'm Bill Kilgore. I'm a goofy fuck. J'admire ton toucher de vague depuis des années. Et je t'envie tes inversés aussi. Je te trouve imbattable pour les inversés. Merci, mon colonel. Ah, pas tant de colonel, Lance. Moi, c'est Bill Kilgore. Je suis un vieux vidage. Il dit qu'il voit pas le rapport. Mais l'adaptation reste tout de même dans la bonne moyenne des VF de l'époque. Le redoublage a lui choisi de reprendre l'adaptation de zéro, parfois pour mieux matcher avec les nouvelles scènes. Où est votre officier? Avec le chapeau, vous pouvez pas le louper. Où est l'officier commandant? C'est le colonel, là, il va se poser. Parfois pour expliciter des phrases qui n'étaient pas forcément claires dans la première VF. C'est une bande pirate faite au Cambodge. Ce message a été intercepté au Cambodge. Ou pour moderniser des tournures de phrases qui sonnaient un peu datées. On m'a dit que Natrang avait dû vous instruire au sujet de ma mission. Je crois que Natrang vous a briefé sur les besoins de ma mission. Alors oui, dans le contexte, briefer ça sonne mieux que instruit, mais briefer c'est peut-être un mot trop moderne pour un film des années 70. Si globalement cette nouvelle adaptation reste d'excellente facture, le fait de ne pas pouvoir reprendre l'adaptation d'époque, pour des raisons de droit, a conduit les adaptateurs à devoir retraduire différemment des phrases qui étaient parfaites dans le premier doublage et qui sonnent juste moins bien ici. Par exemple, je déteste vraiment la façon dont ils ont retraduit le fameux « I like the smell of napalm at the morning ». J'aime l'odeur du napalm au petit matin. J'adore respirer l'odeur du napalm le matin. Mais bon, tant qu'à faire, Pantier et Carasso en ont quand même profité pour corriger quelques réelles erreurs présentes dans la première VF. Outre la scène de surf, on peut noter cet exemple-ci. 9 octobre, 4h30, secteur Pierre-Bernard Kléber. 9 octobre, 4h30, secteur Papa, Victor Kilo. Ainsi que certains noms de famille qui étaient prononcés à la française à l'époque et qui retrouvent leur prononciation originale. Capitaine Villard! Capitaine Willard! Au niveau des comédiens, le premier doublage a attribué le rôle de Martin Sheen à Philippe Auguste, un comédien qui reste dans les mémoires pour le fameux doublage de la série Ken le Survivant, qu'il a dirigé, en plus d'interpréter le personnage principal. Attaque couteau à pain, la fureur du dragon. Et encore aujourd'hui, des gens lui crachent dessus pour ce travail, alors que... s'il y a quelqu'un à blâmer, ce sont clairement les diffuseurs français qui ont décidé de présenter un dessin animé pour adultes à des enfants. C'était une époque où en France, on pensait qu'un dessin animé, c'était forcément à destination du jeune public. Mais moi, je comprends Auguste. Si j'avais eu des enfants à cette époque, j'aurais pas voulu qu'ils regardent ça tel quel. Alors oui, il a massacré l'œuvre, mais si elle devait impérativement être diffusée sur le Club Dorothée, il n'y avait pas vraiment d'autre solution. Et d'ailleurs, ça ne fait pas de lui un mauvais comédien, puisqu'il est très à l'aise sur les rôles sérieux aussi, comme ici par exemple. En plus d'avoir un timbre de voix proche de celui de Sheen, il joue bien, notamment les longs monologues intérieurs du personnage qui sonnent très justes. C'était le moyen radical de couper court aux états d'âme. On les fauchait à la mitrailleuse et après on leur passait les pansements. Mensonge tout ça. Et plus j'en voyais autour de moi,
plus je haïssais ces mensonges. Et par la suite, il aura encore l'occasion de doubler l'acteur, notamment dans Nimitz et Dead Zone de Cronenberg. Pour le redoublage, il est le seul comédien à être revenu, et presque par hasard d'ailleurs. Donc moi j'ai doublé Apocalypse Now il y a 30 ans, 25 ans, avec Coppola à Paris, et j'avais doublé Martin Sheen. Donc j'apprends qu'ils font une nouvelle version. Personne m'appelle, mais ma fille me dit tiens, ils ont contacté parce que mon gendre est acteur, il s'appelle Jean-François Garot, il fait beaucoup de télévision, et ils l'ont contacté pour doubler Marlon Brando. Alors j'appelle Dubbing Brothers et je leur dis vous savez, c'est moi qui ai doublé Martin Sheen il y a 25 ans. Ah mais on savait pas, justement, on essayait de savoir qui c'était, on savait pas que c'était toi. Bon, donc le type qui fait le doublage m'appelle, il me dit est-ce que vous accepteriez de faire un essai? J'ai pas d'ego, je m'en fous, mais je réfléchis quand même, je dis, je double Martin Sheen depuis 25 ans, il me demande de faire un essai, et puis j'ai dit bon, allez, après, j'ai fait l'essai, et j'ai été choisi. M'a dit banco. C'est assez impressionnant de voir à quel point sa voix a peu changé en 20 ans. Alors certes, on remarque parfois qu'il a un peu plus de grain dans la voix, mais ça passe globalement très très bien, et il ne paraît pas plus fatigué ou moins en énergie. Bon, il est moins énergique à certains moments, mais davantage à d'autres. Et globalement, sa performance est sensiblement aussi bonne dans les deux doublages. Kurtz, lui, avait quitté le bateau. Il avait dit merde à tout l'appareil. Mais à la suite de quoi? Qu'avait-il vu ici lors de cette fameuse inspection? Kurtz avait quitté le bateau. Dit adieu à l'armée, la carrière et tout le tremblement. Comment en était-il arrivé là? Qu'avait-il vu ici pendant cette première tournée d'inspection? Au niveau des autres personnages, le colonel Kilgore, joué par Robert Duvall, un officier aux méthodes de cow-boy, c'est tellement ridicule ces gens qui portent des chapeaux juste pour se la péter, quoi. Est doublé dans le premier doublage par Pierre Santini, un comédien qui a fait assez peu de doublage au final, mais qui a notamment prêté sa voix au personnage de Denethor dans Le Seigneur des Anneaux de Peter Jackson. Il aurait pu reprendre son rôle pour la version Redux, mais non. C'est Bernard-Pierre Donadieu qui reprend le personnage, un comédien qui a doublé Brendan Gleeson dans plusieurs films, notamment Le Village, Retour à Cold Mountain ou Kingdom of Heaven. Une fois, on avait lâché une chier de bombe, arrosé pendant 12 heures de rang, et quand on est allé voir, on n'a pas trouvé un macabre de Viet, il n'y en avait plus un seul. Une fois, ils ont bombardé une colline pendant 12 heures, et après, je suis allé au résultat. On n'a pas retrouvé le moindre cadavre de Niac, rien, pas un seul. Les deux, qui ont d'ailleurs une voix très proche, interprètent chacun très bien ce personnage grotesque et va-t-en-guerre décomplexé, mais j'ai une préférence tout de même pour Santini qui ajoute ce léger ton très particulier que j'ai du mal à décrire, une espèce de bravade ou d'ironie constante qui colle très bien au personnage là où Donadieu est plus naturel. Mais les deux sont bons, j'insiste. Marlon Brando est doublé dans la première version par William Sabatier, qui aura été sa voix la plus récurrente depuis La poursuite impitoyable de Arthur Penn, en sachant que Brando aura quand même connu beaucoup de voix françaises différentes. Dans le redoublage, il est doublé par Jean-François Garot, un comédien qui n'a, à ma connaissance, jamais fait de doublage avant ou après. C'est plutôt un habitué des téléfilms ou des séries télé plus intéressantes comme Plus belle la vie. C'est dommage parce qu'il est vraiment très bon dans ce rôle. Je dirais même que je le préfère à Sabatier. Oui, parce que là où Marlon Brando a souvent été doublé par des comédiens à la voix assez virile, finalement, il a une voix plutôt douce, et Garot s'en rapproche plus. But you have no right to call me a murderer. You have a right to kill me. You have a right. Vous n'avez pas le droit de me traiter d'assassin, mais vous avez le droit de me tuer. Vous avez le droit. Mais vous n'avez pas le droit de me traiter de meurtrier, vous avez le droit de me tuer. De cela, vous avez le droit. Après, en termes d'interprétation, les deux sont très bons. Même si la meilleure voix française pour Marlon Brando, ça restera toujours Jacques Toja dans Superman le film. Le fils va devenir le père et le père, le fils. Du côté des personnages plus secondaires, le reporter joué par Dennis Hopper, qui n'a pas de nom d'ailleurs, est doublé dans le premier doublage par Gérard Hernandez. Dans le redoublage, c'est Dominique Collignon-Morin, la voix de Nicolas Cage et Luke Skywalker, qui s'en charge. Dominique Collignon-Morin qui ressemble à ça d'ailleurs, et pas à ça. Ça, c'est son frère. Alors oui, ils se ressemblent beaucoup, et à l'époque de ma vidéo sur Star Wars, j'avais cru que c'était la même personne, alors que non. Toutes mes excuses. Là, on a deux interprétations radicalement différentes. Hernandez est assez éloigné de la VO, mais colle très bien au physique du personnage, je trouve. Là où Collignon-Morin est un peu plus proche de l'interprétation d'Hopper, bien qu'il ait toujours une voix plus aiguë. I wish I had words, you know? I wish I had words.
I can tell you something like the other day, he wanted to kill me. Something like that. Why do you want to kill you? Because I took his picture. He said if you take my picture again, I'm gonna kill you. Je voudrais trouver les mots. Hein. Ah, si j'avais les mots. Je te raconterai comment l'autre jour, il a voulu me tuer. Un peu plus crack. Pourquoi il a voulu vous tuer? Parce que j'avais pris en photo. Il a dit, si jamais tu me reprends en photo, je te préviens, je te tue. Si j'avais les mots... Si j'avais les mots, je dirais, je sais pas, tiens, l'autre jour, il a voulu me tuer. Tu vois le genre? Pourquoi il voulait te tuer? Parce que j'ai pris sa photo. Il a dit que si jamais il m'y reprenait, il me tuerait. Sinon, le mécano X, joué par Frédéric Forrest, est doublé dans le premier doublage par Jacques Ferrière, un comédien spécialisé dans le doublage, qui a été très actif sans jamais avoir été LA voix officielle d'un acteur. Par contre, il a déjà joué avec Louis de Funès, et ça c'est classe. Dans le redoublage, il est remplacé par Boris Rélinger, la voix de Colin Farrell et Ben Affleck. Sacré contraste. Et voilà qu'ils prennent la viande et qu'ils la balancent dans leur grand chaudron. Toute la bidoche. Pour la faire bouillir. J'ai regardé dans la marmite. La viande devenait grise. Ah, merde, j'en revenais pas. Et là, ils ont flanqué la bidoche dans une grosse marmite. Toute la bidoche. Et ils l'ont fait bouillir. J'ai soulevé un couvercle. Putain, elle vire au gris. Bordel, j'arrivais pas à le croire. Au départ, ce choix me laissait un peu perplexe. Autant Ferrière a une voix assez rigolote, qui colle bien à ce personnage plutôt comique, autant j'étais plutôt habitué à entendre Rélinger dans des rôles sérieux, d'autant plus que la version Redux ajoute plusieurs scènes où l'acteur surjoue clairement. Mais Rélinger arrive très bien à se lâcher, même si ma préférence va globalement vers Ferrière. Pour rester dans l'équipage de Willard, le surfeur Lance Johnson, joué par Sam Bottom, est doublé par François Leccia puis par Adrien Antoine. Les deux offrent une performance sensiblement équivalente, idem pour le commandant joué par Albert Hall, doublé par Serge Sauvion puis par Bruno Dubernat. Enfin, le matelot joué par un tout jeune Laurence Fishburne est doublé par un comédien non identifié dans le premier doublage et par le fameux Christophe Lemoine dans le redoublage. Pour le coup, même si Lemoine, célèbre voix de Cartman et de Sam dans Le Seigneur des Anneaux, est très bon, j'avoue que je préfère le premier doublage puisque je trouve la voix de Lemoine trop identifiable et trop ancrée dans les années 2000, là où les autres comédiens ont une voix plus neutre et moins connotée. Mais c'est une appréciation largement subjective. Alors là, putain, le sous-off, il a pété les plombs. Il a pris son M16, il a fait valser le 30 sécu, et... POW! Il a envoyé une dose au bridé à travers les pages du Playboy. Au niveau des personnages plus tertiaires, le général Corman, joué par J.D. Spradlin, dont le nom est un hommage à Roger Corman, producteur chez lequel Coppola avait débuté, a été doublé par Jean-Claude Michel, la voix de Sean Connery et Clint Eastwood, puis par George Kless, la voix de Bill Nighy et du chancelier Palpatine dans Star Wars. Pour le coup, je préfère largement Kless sur ce personnage. Jean-Claude Michel a plutôt une voix d'homme d'action dans la fleur de l'âge, là où le général est plutôt montré comme un vieux décideur éloigné de la réalité du terrain. Un comédien comme Jacques Deschamps, qui doublait l'acteur dans Le Parrain 2, aurait été plus approprié, je trouve. Walt Kurtz was one of the most outstanding officers this country's ever produced. He was brilliant. He was outstanding in every way. Walter Kurtz était l'un des officiers les plus remarquables qui ait été formé aux États-Unis. Il était brillant et remarquable en tout point. Walter Kurtz était un des officiers les plus remarquables que les États-Unis aient jamais produits. Il était brillant, il excellait dans tous les domaines. Enfin, le colonel Lucas, en hommage à George Lucas, joué par Harrison Ford, est doublé par... Francis Lax. Non, par Bernard Voringer, qui a notamment doublé Rutger Hauer dans La chair et le sang. Dans le redoublage, par contre, il est doublé par Francis Lax. Sérieux? Mais non, bien sûr que non. Connard de moi-même. Dans le redoublage, il est doublé par Alain Courriveau, un comédien que je ne connaissais pas, et qui a notamment doublé le personnage de Guy de Lusignan dans Kingdom of Heaven. Bon, pour le coup, les deux se valent, je trouve, surtout que le personnage est très sobre, et surtout extrêmement secondaire. Maintenant, il est passé au Cambodge, avec ses montagnards, une troupe de francs-tireurs qu'il a levée lui-même, et qu'il vénère, comme un dieu. Et aujourd'hui, on sait qu'il est passé au Cambodge avec son armée d'indigènes. Des montagnards qui lui sont dévoués corps et âme, comme à un dieu. D'ailleurs, si c'était pas Harrison Ford, je pense que je n'en aurais même pas parlé. Et son nom ne serait pas sur l'affiche. Voilà pour une comparaison stricte des deux, mais le nouveau doublage a également dû composer avec de nouvelles difficultés apportées par le nouveau montage, notamment de nouveaux personnages. Ainsi, la Playmate de l'année, interprétée pour l'anecdote par Cynthia Wood, authentique Playmate de l'année 1974, qui n'avait même pas droit à la parole dans la version cinéma, même si elle nous faisait déjà profiter de ses talents d'actrice,
bénéficie d'un monologue assez touchant dans cette nouvelle version. Elle est doublée donc par Barbara Tissier, la voix de Cameron Diaz, qui s'en sort à merveille. They make you do things that you don't want to do. Like this picture here. I started feeling repulsed with myself. Ils te font faire des trucs que tu veux pas faire. Comme cette photo-là. À force, j'ai fini par me trouver dégoûtante. Mais le gros morceau de cette version Redux, c'est la séquence de la plantation française. Dans cette très longue scène, Willard et ses hommes tombent par hasard sur une ancienne plantation toujours habitée par un clan de Français qui refuse d'admettre la perte de l'Indochine et se cramponne à cette terre. Au cours d'un dîner, les différents intervenants exposent plusieurs points de vue sur la situation vietnamienne, entre lucidité 68arde, arrogance coloniale et autres. Les étudiants ont manifesté à Paris, cortège, banderole. Ils ont poignardé nos soldats dans le dos. Il est de droite, c'est ça? Évidemment qu'il est de droite! Cette scène pouvait paraître très difficile à traduire, parce que s'il y a du français dans la VO d'un film, ça peut rapidement devenir un cauchemar pour rendre le tout cohérent en VF. Souvenez-vous de la version française de Rencontre du troisième type, par exemple. Ici, ça va. Bon, tout le monde parle la même langue et il y a quand même quelques petites bizarreries. Par exemple, ici, on ne comprend pas trop pourquoi c'est X qui réagit, alors qu'en VO c'est plus logique, venant de la Nouvelle-Orléans, il a des bases de français. Nous sommes américains! Nous ne voulons pas vous agresser! Mais globalement, le tout se tient. Et on n'a pas des moments en mode attends, quoi? Ah ouais, mais c'est parce qu'en VO c'est ça. Par contre, le souci c'était de trouver des bonnes voix pour doubler les acteurs français. Aurore Clément a pu se doubler elle-même et le fait plutôt bien, même si elle avait 34 ans au moment du tournage et 56 au moment du doublage. Il y a deux hommes en toi. Tu ne vois pas? Celui qui tue et celui qui aime. Par contre, Christian Marquand n'a pas pu se doubler lui-même, puisqu'il est mort un an auparavant. Il est doublé ici par Joel Zaffarano, la voix de Hugh Jackman. Bon, heureusement, Christian Marquand n'est pas un acteur star dont tout le monde connaît la voix en France, et c'est pas gênant de l'entendre parler avec une autre voix que la sienne. Il en aurait été tout autrement si Lino Ventura avait accepté le rôle, qui avait été pensé pour lui à la base. D'ailleurs, Zaffarano arrive bien à reproduire ce parler si particulier qu'avaient les acteurs français de l'époque, et je n'ai jamais eu l'impression d'entendre Wolverine. Comment voulez-vous que le gouvernement puisse gagner quand il est communiste? Les communistes ont toujours œuvré pour la paix, où qu'elle soit. Ils ont tué l'armée entière. L'armée française qui était la plus forte, terminée. À cause de qui? Des communistes. Comment voulez-vous que le gouvernement puisse gagner quand il est communiste? Les communistes ont toujours œuvré pour la paix, où qu'elle soit. Ils ont tué l'armée entière. L'armée française était la plus forte, terminée. À cause de qui? Des communistes. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça arrive parfois que pour doubler un acteur étranger, par exemple allemand, dans un film américain, un studio de doublage fasse appel à un acteur local qui parle le français afin d'éviter les accents forcés ou bidons. Il formait une montagne de cadavres. Et l'inverse peut se produire aussi. Par exemple, dans la version allemande de ce film, le personnage de Christian Marquand est doublé par George Kless, qui aura donc doublé deux personnages différents dans le doublage de deux pays différents. Enfin, j'aimerais également parler du mixage. C'est le gros souci de la plupart des redoublages, le fait que tenter d'intégrer des dialogues enregistrés en numérique dans les années 2000 au sein d'un film des années 70 enregistré sur bande, ça colle mal. Et du coup, ça sent faux et ça nous fait sortir du film. Ça a l'air de la pagaille aujourd'hui. Hey, c'est le mot. Polly, je vous rappelle. Dites, vous savez où je pourrais trouver le chef Brody? Mais ici, l'équipe a eu de la chance, puisque ce nouveau doublage a été effectué non pas pour une sortie DVD, mais pour la ressortie au cinéma d'un nouveau montage du film, opéré de zéro. Les musiques et les effets sonores du film original ont donc été restaurés et remixés, et sonnent donc parfaitement clairs et jamais datés. Du coup, le doublage ne semble jamais d'une meilleure qualité que les effets sonores qui l'accompagnent, ce qui en fait un tout très harmonieux et jamais étrange à l'oreille. J'en profite pour dire que le son 5 points, que ce soit de la VO ou du redoublage, est vraiment génial. Là où le premier doublage se contente du mixage stéréo d'époque, certes appréciable, mais quand même moins impressionnant. C'est quoi du 5 points? Je suis ravi que tu me le demandes. C'est une mention que vous avez sans doute déjà vue au dos d'un DVD, peut-être sans comprendre ce qu'elle voulait dire. Le 5 points, c'est une norme sonore appliquée pour les installations cinéma et home cinéma, qui comporte normalement 5 enceintes et un caisson de basse. Lors d'un mixage mono, tous les bruitages et les musiques sont mixés ensemble et émanent d'une seule enceinte. Dans les années 1960 se répand au cinéma le mixage stéréo, dans lequel 2 enceintes sont utilisées. Les effets sonores sont localisés selon ce qui se passe à l'image. Par exemple, si une voiture traverse l'écran de gauche à droite, le son de la voiture accompagnera l'image en passant de l'enceinte gauche à la droite. Par la suite, dans les années 90, on développe les installations 5.1. Avec ce système, le son peut littéralement envelopper le spectateur pour une meilleure immersion en provenant d'enceintes arrière. Et je vous assure qu'ici, dans la scène de l'attaque d'hélicoptère, ça fonctionne à balle.
Il est temps de passer à la conclusion. Quel doublage d'Apocalypse Now faut-il regarder? Bah déjà, je dirais que ça dépend de votre version préférée du film. Les versions cinéma et Redux sont toutes les deux intéressantes et méritent le coup d'œil. On n'est pas sur une version longue purement commerciale qui se contente de rajouter une scène ou deux comme pour le premier Alien, ou sur une version longue incroyable qui prolonge et transcende le film en le sublimant comme pour Kingdom of Heaven. On est sur une autre version du film, pas forcément meilleure ou moins bonne, mais juste différente. En témoigne le fait qu'il n'y ait pas de consensus à son sujet. J'ai croisé autant de gens qui préféraient cette version Redux que de gens qui considéraient qu'elle avait abîmé le film original. Donc je vous conseille de tenter les deux. Et les deux peuvent être vus en VF. Sur cette chaîne, je vous ai souvent proposé des comparaisons de doublage, et j'ai souvent lu des commentaires d'abonnés qui me confiaient qu'ils auraient préféré une vraie analyse. Et c'est quelque chose que je comprends tout à fait, mais la plupart des redoublages ne sont pas intéressants à analyser. On est très souvent face à des redoublages fades, faits à la va-vite pour des raisons techniques ou légales. Et dans le meilleur des cas, on aboutit à quelque chose de correct, mais en deçà du doublage d'époque. Pas ici. Ici, on a un vrai travail soigné. On sent que le boulot a été fait avec soin, dans des conditions de temps et de budget raisonnables, à l'occasion d'une vraie sortie en salle, au Festival de Cannes même. On peut préférer certains éléments ou comédiens de tel ou tel doublage, apprécier la plus grande authenticité du doublage d'époque, ou se focaliser sur les corrections apportées par le redoublage. Mais selon moi, les deux se valent plus ou moins. Et je vous conseille d'expérimenter les deux. Et vous le pouvez, puisque le Blu-ray du film vous propose les deux montages et les deux doublages, dans des conditions de son et d'image optimales. On prend pas les gens pour des cons en leur imposant une version. C'est bien de laisser le choix, n'est-ce pas, Georges? Ça ne m'étonne pas. Mais alors pourquoi ne pas avoir continué comme ça? Oui, parce qu'il y a un bémol. En 2019, Coppola sort une troisième version de son film, la Final Cut. C'est en gros une version hybride entre la cinéma et la Redux, puisque plusieurs scènes de la version Redux sont supprimées, notamment la scène des Playmates, que Coppola jugeait trop sexiste pour 2019, et... Ouais, c'est pas faux. Je veux dire, ouais, c'est drôle, mais c'est pas bien fin. S'il n'y avait pas eu la guerre du Vietnam, jamais je t'aurais rencontré, Miss Décembre. Miss May. La scène de la plantation française est conservée, mais une large part de la discussion politique, que beaucoup jugeaient ennuyeuse, est laissée au second plan. Il aurait été très facile de prendre le doublage de la version Redux et de le coller sur ce nouveau montage, puisqu'il n'y a aucune scène supplémentaire. La preuve, les Allemands l'ont fait. Et Arte l'a fait quand ils ont diffusé le film en novembre dernier. Mais non! Quand cette version est sortie en salle, c'était en VO uniquement. Bon, admettons. Mais ce qui est vraiment intolérable, c'est quand le film est sorti en Blu-ray dans la foulée, c'était avec les 3 montages certes, mais uniquement en VO. Pas de doublage pour la Final Cut, mais pas non plus pour la Redux et la cinéma. Alors l'éditeur s'est fendu d'une simili-excuse à 2 balles, genre... En fait, on voulait offrir aux gens la meilleure version possible. Qui puait le... En fait, on trouve que les gens qui regardent en VF, c'est vraiment des cons. Mais j'ai quand même été assez heureux de voir que ça avait fait pas mal gueuler sur internet. Donc je vous conseille d'acheter l'ancien Blu-ray, qui inclut les 2 doublages et les 2 montages. Et si vous voulez tenter la Final Cut en VF, sachez que vous pouvez trouver sur le web des repacks de fans qui ont décidé de prendre les devants. Alors, certes c'est du piratage d'une certaine façon, mais on n'aurait pas à agir comme ça si les distributeurs faisaient correctement leur travail. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à commenter, vous abonner, à mettre la cloche, et surtout à partager. Avec la façon dont YouTube fonctionne depuis quelques temps, c'est le seul moyen que j'ai pour développer ma chaîne. Vous pouvez également me suivre sur Twitter si le cœur vous en dit, le lien est dans la description. À la prochaine! Francis Lax. Putain.